Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI, TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Alors Laurence, on est pris dans l'actualité française avec un RN aux portes du pouvoir, le retour de la NUP sous le nom Front Populaire, une présidence qui semble affaiblie, mais il ne faut pas oublier que la France n'évolue pas en vase clos. La colère des classes moyennes et le retour de la radicalité sont des phénomènes qui touchent de nombreux pays depuis une dizaine d'années en Occident et ailleurs. En ce qui concerne les États-Unis, puisque ce sont les États-Unis qui nous intéressent dans New Deal, on pense bien sûr à l'élection, voire à la réélection de Trump. On avait, avant son arrivée au pouvoir, l'image d'une Amérique décente et modérée. Est-ce que finalement on se trompait, Laurence ? On ne se trompait pas forcément sur cette Amérique décente et modérée, en tout cas si on lit Tocqueville. Alexis de Tocqueville pense que les mœurs des sociétés sont l'élément le plus important pour expliquer leur rapport et leur pratique de la démocratie. En cela, c'est l'héritier de Montesquieu qui disait déjà que pour définir le meilleur régime pour un pays, il fallait s'intéresser avant tout aux mœurs des gens qui y habitaient. Instruit par son voyage aux États-Unis en 1831-1832, Tocqueville décrit en effet un pays où les habitudes et les usages sociaux, la religion, il parle aussi de l'instruction littéraire, tous ces éléments ont permis d'emblée l'épanouissement de la démocratie et de la liberté. D'ailleurs, il oppose la France aux États-Unis, la France où le peuple, selon Tocqueville, a un instinct révolutionnaire et combatif très très fort qui le mène à conduire des révolutions assez fréquente. Alors, Tocqueville écrit ça juste après la Révolution de 1848. Il a été très choqué par la violence des événements. Oui, mais quand Tocqueville parle de mœurs américaines qui seraient démocratiques, c'est quand même un peu flou. Oui, alors on va préciser. Il y a d'une part le fait que les notions de libre arbitre et de responsabilité individuelle sont très ancrées dans la première population américaine, héritée du protestantisme. Et puis par ailleurs, le fait que la vie familiale et la propriété privée sont des choses vraiment très importantes pour cette population américaine. Et ça, c'est un premier élément qui empêche les Américains de croire longtemps en un projet collectif. Ils vont toujours vouloir revenir à cultiver leur propre jardin. Et puis, un deuxième élément que je vous donne, qui va dans ce sens, c'est que l'importance de la Constitution américaine dans la fondation du pays en 1787, et puis l'importance des amendements à la Constitution, qui, comme vous le savez, sont comme une déclaration des droits de l'homme adoptée dans les années 1790, eh bien, tout cela explique le très fort respect des Américains pour leurs institutions, pour la séparation des pouvoirs, les droits de la personne, la liberté de la presse, etc. En fait, tout ça est un constat très subjectif de Tocqueville, qui n'est pas vraiment étayé scientifiquement, il n'y a pas d'observation particulière sociologique. Mais est-ce que cela vous semble exact ? Est-ce qu'il n'y a jamais eu de tentation populiste et extrémiste aux États-Unis depuis l'établissement du pays ? Vous avez raison, Christophe, on a régulièrement assisté à l'émergence de mouvements radicaux, mais jusqu'à présent, ils n'avaient jamais duré très longtemps. Si on prend le 19e siècle, pour commencer, un petit rappel historique, on a eu le président Andrew Jackson, premier président populiste, dressant son électorat contre les élites. La Maison-Blanche avait été mise à sac par ses partisans lors de son inauguration, c'était en mars 1829. Mais Jackson a quitté le pouvoir de manière tout à fait régulière en 1837, les choses se sont apaisées. Il y a eu par la suite un mouvement xénophobe, les historiens aiment parler de nativisme, un mouvement anticatholique marqué par l'arrivée des immigrants irlandais et allemands, c'était dans les années 1850. On les a appelés les Know Nothing, et là encore, il s'est éteint très rapidement à partir des années 1855. Pourquoi on les appelait les Know Nothing, Laurence ? Parce que les gens qui étaient adeptes de ce mouvement assez violent, quand on les interrogeait, répondaient « I know nothing », je ne sais rien, ils ne voulaient pas en parler. Et donc, ça a donné le nom à cette éruption xénophobe. Et à la fin du 19e siècle, c'est un parti populiste qui émerge. Oui, il a été fondé en 1890, c'est le People's Party. Il rassemble des agriculteurs de l'ouest et du sud du pays pour lutter contre les banques et les compagnies de chemin de fer. Alors, il s'appelle Parti populiste, il est très anti-élite, mais là aussi, ce mouvement disparaît rapidement comme un accès de fièvre sans lendemain. Alors voilà pour le 19e siècle. Le 20e siècle est marqué en Europe par l'émergence des fascismes et du nazisme. Est-ce que cela a eu un écho aux États-Unis ? Oui, dans les années 30, on a vu quelques Américains connus exprimer des sympathies carrément nazies. Je vous parle d'abord de l'aviateur Charles Lindbergh, le premier à avoir relié New York à Paris en 1927. On parle aussi du poète moderniste Ezra Pound.
Le premier a fait amende honorable tout de suite après Pearl Harbor, mais le second, donc le poète, s'est enfui en Italie où il sera condamné pour trahison par les militaires américains en 1945. Bon, mais c'est un petit peu anecdotique. Le vrai risque politique de fascisme aux États-Unis dans les années 30, il est représenté par un homme politique de Louisiane, gouverneur puis sénateur, qui s'appelle Huey Pierce Long. Au lendemain de la crise de 29, il développe des programmes de grands travaux et d'éducation pour les classes moyennes dans son État, donc il est très populaire, mais il pratique en même temps corruption et clientélisme, il contrôle la presse, il est extrêmement autoritaire. On aurait pu avoir peur de ce qu'il aurait pu devenir au plan national, seulement il a été assassiné en 1935 par des opposants en Louisiane, et donc l'histoire s'est arrêtée là. Huey Long était soutenu par un père catholique, le père Charles Coughlin, qui animait une émission de radio extrêmement populaire dans les années 30. On a pu dire que c'était le premier télé-évangéliste. Et lui, il va évoluer vers l'antisémitisme et exprimer son admiration pour Mussolini et Hitler pendant toute la guerre. Alors, à part Huey Long, qui est donc mort en 1935, les trois autres, Charles Lindbergh, Ezra Pound et le père Coughlin, ont tous vécu très tranquillement jusque dans les années 70. Ezra Pound avait été libéré et a fini sa vie à Venise. Aucun de ces hommes n'a pris le pouvoir et n'a réussi à arriver à la Maison-Blanche. Parlons de Donald Trump qui, lui, est arrivé à la Maison-Blanche. On dit souvent que c'est un président d'extrême droite. Est-ce que c'est le cas ? C'est difficile de savoir si Trump lui-même est d'extrême droite parce que son positionnement politique est certainement populiste, certainement autoritariste, mais on ne peut pas dire qu'il a une structure idéologique extrêmement forte. Ce qui reste vrai, c'est qu'il soutient ou qu'il est soutenu par des mouvements d'extrême droite. Et puis, quoi qu'il en soit de Donald Trump lui-même, l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021, pour moi, c'est vraiment un moment qui remet en cause les analyses de Tocqueville sur les mœurs américaines décentes et démocratiques dont on parlait au début de ce podcast. Je voudrais vous citer deux penseurs républicains très intéressants, Robert Kagan et David Frum, qui avaient déjà commencé à parler d'extrême droite et de fascisme lors de la campagne de Trump en 2016. Robert Kagan avait signé dans le Washington Post un édito retentissant, c'était en 2016. Le titre est le suivant, « This is how fascism comes to America ». Voici comment le fascisme arrive aux États-Unis, et il parlait bien évidemment de Donald Trump. David Frum, je vous renvoie à ses articles très réguliers sur le risque de dérive autoritaire. Lui, il écrit dans The Atlantic. Et c'est vrai, dans ses programmes pour 2025, Trump revient avec des projets autoritaires très précis, comme par exemple virer l'ensemble des fonctionnaires qui ne seraient pas d'accord avec lui, déporter les immigrés illégaux vers le Mexique, etc. Et droitiser la Cour suprême. Mais revenons à Tocqueville qui nous disait que le populisme et l'extrême droite n'étaient pas dans les mœurs démocratiques américaines. Finalement, est-ce qu'il s'est trompé ? Comment expliquer cette évolution des électeurs de Trump ? Oui, alors la première explication dans cette arrivée de Trump au pouvoir, c'est la colère des classes moyennes après la crise de 2007. Vous vous souvenez peut-être, Christophe, du mouvement des Tea Parties, dont le nom fait référence à un épisode de la Révolution américaine. Ces Tea Parties, elles ont rassemblé dans les années 2009-2010 la population blanche des États-Unis, peu ou pas diplômée, les cols bleus de l'ancienne classe ouvrière. Ils se sont lancés à cette époque-là dans une révolte fiscale face au plan de sauvetage des grandes banques. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Il y avait certainement aussi un élément de racisme anti-Obama, puisque Obama était à ce moment-là à la Maison-Blanche. Les Tea Parties se sont recyclés dans le vote Trump en 2016 et ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Ces électeurs de Trump, qui représentent entre 35 et 40% de la population américaine, il serait à mon avis injuste de les assimiler à l'extrême droite proprement dite. Donc vous dites que ce n'est pas l'extrême droite du côté de Trump, mais est-ce que l'extrême droite proprement dite existe ? Et si elle existe, est-ce qu'elle gagne du terrain parmi les électeurs américains ? Il y a une extrême droite aux États-Unis depuis très longtemps, avec par exemple ces groupes suprémacistes blancs comme le Ku Klux Klan qui est apparu après la guerre de sécession, donc c'est vraiment très ancien. On estime qu'il compte aujourd'hui une dizaine de milliers de membres à l'échelle du pays. Il y a également, et ça c'est très bien référencé, des groupes néo-nazis qui regrouperaient à peu près 1 millier de personnes. Donc tous ces gens sont misogynes, antisémites, racistes, ils rêvent de réinstaurer la ségrégation et puis ils sont aussi autoritaristes.
Cette extrême droite, pour répondre à votre question, elle gagne du terrain depuis les années 2000-2010 et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un effet mécanique de l'Internet qui permet aux thèses de l'extrême droite de circuler beaucoup plus facilement dans le pays, là où avant, c'était un petit peu des thèses qui se partageaient sous le manteau. Le terme alt-right, qui est apparu en 2008, est très parlant de ce point de vue-là. Alt-right, ça veut dire droite alternative, alternative right. Mais ce terme, il a quand même un allure de raccourci pour clavier d'ordinateur, vous êtes d'accord avec moi, et il souligne une présence soutenue sur Internet de l'extrême droite. Leurs thèmes habituels, c'est donc, j'y reviens, le refus de l'autorité de l'État, le conservatisme sociétal anti-gay, anti-femme, etc. Mais surtout, le nationalisme xénophobe, le racisme, et puis, alors là c'est très facile sur Internet, les théories du complot. Je voudrais ajouter ici que certains profils de la Silicon Valley sont vraiment très très à droite, comme par exemple Peter Thiel, fondateur de PayPal et de Palantir, qui est un techno-libertarien, un nouveau terme qui est apparu. Et puis, une autre personne extrêmement importante, extrêmement intéressante, extrêmement influente, c'est Curtis Yarvin, un ingénieur informatique de la Silicon Valley qui a un blog qui a beaucoup de succès depuis 2017. C'est à lui qu'on doit le détournement du concept de Red Pill, vous savez, la pilule rouge dans Matrix. Curtis Yarvin explique que quand on prend la Red Pill et qu'on commence à comprendre ce qui se passe, on devient d'extrême droite, on a vu la vraie réalité, entre guillemets, des États-Unis. C'est donc une extrême droite multifacette qu'on trouve aux États-Unis entre les techno-libertariens, le Ku Klux Klan, les racistes. Enfin, c'est tout un univers très différent. Est-ce que globalement, cette extrême droite américaine a été galvanisée par l'élection de Trump ? Oui, c'est le second effet qui explique cette montée de l'extrême droite ces temps-ci aux États-Unis. Vous vous souvenez, sous Trump, la manifestation Unite the Right qui avait eu lieu à Charlottesville en Virginie, c'était en août 2017. On avait entendu sur place des slogans antisémites et on avait vu des drapeaux confédérés et un drapeau nazi. J'ai une image en tête. Cette manifestation s'était terminée par la mort d'une militante antiraciste écrasée par la voiture d'un militant d'extrême droite. Manifestation qui avait donné lieu à la déclaration de Trump mettant un signe égal entre les nazis et les militants antiracistes, ce qui avait fait grand bruit à l'époque. Absolument, donc on voit bien qu'il y avait une sorte d'encouragement venu de la Maison-Blanche à l'époque. Aujourd'hui, en 2024, on voit que cette extrême droite est toujours très présente, très diverse. Il y a tous les éléments techno-libertariens qu'on a cités. Il y a des éléments aussi chrétiens nationalistes. Ils sont tous de plus en plus antidémocratiques. Beaucoup des personnes qui animent ces courants sont peu connues, mais je voudrais quand même revenir à une figure qui, elle, est très connue, c'est celle de Steve Bannon, dont les auditeurs ont certainement entendu parler. C'était un conseiller de Trump à la Maison-Blanche jusqu'à 2017. Ensuite, ils se sont brouillés, et Bannon, à cette époque-là, est parti en Europe, où il a essayé de fédérer les partis d'extrême droite des différents pays européens pour les élections européennes de 2019. En 2020, il est revenu aux États-Unis et il a lancé un podcast qui s'appelait à l'époque War Room Pandemic. C'était pendant le Covid et évidemment, il diffusait des thèses violemment anti-vax et violemment anti-institutions de l'État. Il était très remonté contre les CDC, les Center for Control Disease, qui s'occupaient de gérer l'épidémie dans le pays. Et puis, en novembre 2020, Steve Bannon s'est engouffré dans la thèse de l'élection volée par les démocrates à Donald Trump. Et son podcast s'appelle désormais la Bannon's War Room, la cellule de crise de Bannon. Il a encouragé vraiment très fortement la manifestation du 6 janvier 2021. Ce podcast a une énorme influence avec des millions d'auditeurs au quotidien jusqu'à présent. Aujourd'hui, dans le cadre de la campagne présidentielle, Bannon continue sa mission. Il s'est réconcilié avec Trump. Il défend le Project 2025 de la Heritage Foundation. De toute évidence, il espère un retour auprès de Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025. Merci Laurence pour ces explications. Et cet épisode est peut-être l'occasion de reciter une phrase qui a beaucoup tourné après l'élection de Trump en 2016, cette phrase de Gramsci qui dit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Merci Laurence et à la semaine prochaine. Merci Christophe, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.